Bonsoir à tous, chers membres de l'Académie. Nous sommes ici avec Elvire Fabry, chercheuse senior de l'Institut Jacques Delors. On prépare un entretien pour pouvoir voir ensemble un petit peu les questions qui sous-tendent la première session de l'Académie consacrée en partie au Brexit. Vous aurez l'occasion de rencontrer Michel Barnier, qui est le négociateur pour l'Union européenne sur les modalités de départ du Royaume-Uni de l'Union européenne. Et cette négociation est en cours. Toutefois, le Brexit s'inscrit dans un processus, certes, mais aussi sous-tend beaucoup d'éléments que pour certains, vous découvrez. Aussi, on a souhaité, sous forme de, finalement, de discussion et de questions, vous proposer ce vidéo qui, on espère, sera utile pour préparer la séance. Et donc, je me tourne vers Elvire pour te demander, premier, est-ce que tu peux, pour les membres de l'Académie, un peu situer le contexte, finalement, du Brexit et dire ce que c'est que le Brexit, en quoi ça consiste, ce moment clé et aussi complètement sans précédent pour le projet européen. Bonjour à tous. En effet, ce dossier du Brexit est un dossier complexe, donc on va essayer en quelques minutes d'en définir un petit peu les contours. Première question, en effet, qu'est-ce que c'est que ce Brexit? Ce Brexit, c'est la décision du Royaume-Uni par référendum en mois de juin 2016, avec une courte majorité de 51,9% des Britanniques qui ont décidé de sortir de l'Union européenne à l'issue de la question que leur avait été posée par David Cameron. Voulez-vous rester ou sortir de l'Union européenne? Question inédite par excellence et à laquelle on n'avait jamais été confronté jusqu'à maintenant. Même si un article du traité de l'Union européenne le permet, l'article 50, l'Union européenne n'est pas une prison, c'est une association de peuples et d'États qui souhaitent construire ensemble un projet qui est un projet à la fois politique et économique. Jusqu'à maintenant, la dynamique d'intégration de l'Union européenne s'était faite sur une logique d'élargissement. On se souvient de l'important élargissement de 2004 avec 10 nouveaux États membres. Sont venus ensuite la Bulgarie et la Roumanie, et puis un peu plus tard la Croatie. On est sur une logique d'élargissement de l'Union européenne et on a encore aujourd'hui des candidats aux portes de l'Union européenne. Le Brexit, qui est intervenu en 2016, a été une onde de choc pour l'Union européenne. Ça intervenait à un moment où on était encore sur un effort de retour à la croissance après la crise de 2008, une situation internationale complexe pour l'Union européenne, un voisinage méditerranéen très profondément déstabilisé avec toutes les crises que l'on connaît et conflits en Syrie et des pays déstabilisés comme la Libye et les problèmes migratoires qui sont survenus avec la crise des réfugiés de 2015. C'est un moment très particulier pour l'Union européenne, avec une montée dans un certain nombre d'États membres de l'Union européenne de mouvements eurosceptiques et de doutes un petit peu sur la construction et la conduite d'intégration de l'Union européenne. Le verdict de ce référendum est donc venu prendre de plein fouet on va dire l'Union européenne dans son ensemble et jusqu'au niveau le plus intime parmi les citoyens de l'Union européenne. Alors, qu'est-ce que ça implique réellement? On a dans cet article 50 du traité de l'Union européenne, on a assez peu d'éléments. Ça suppose qu'il va falloir négocier un accord de retrait entre les 27 États membres restants de l'Union européenne et le Royaume-Uni, en tenant compte du cadre à venir de partenariat entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Mais là-dessus, il s'agit simplement d'une mention de contextualisation et d'évocation de ce que peuvent devenir ensuite les relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Dans l'article 50 du traité de l'Union européenne, c'est un article qui est relativement succinct et qui évoque le fait qu'il va falloir négocier entre les 27 États membres et qui sont donc représentés par Michel Barnier dans cette négociation et le gouvernement britannique, un accord de retrait qui doit définir les termes
à la fois de la sortie du Royaume-Uni de toute une série d'institutions. Ce ne sont pas simplement les institutions communautaires qui sont basées à Bruxelles, le Conseil européen, le Parlement européen, les fonctionnaires de la Commission, mais ce sont aussi les différentes institutions européennes. Et puis il y a toutes les agences également, que ce soit l'agence du médicament, toutes les différents organismes dans lesquels font partie le Royaume-Uni. Il y a tous les enjeux qui concernent la pêche, qui concernent l'agriculture. L'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne est faite d'une multitude d'accords qui ont été négociés au fil des années et qui ont été estimés par le Financial Times à plus de 750 accords qui relèvent à la fois d'accords commerciaux et qui concernent les transports. Enfin, c'est tout un dossier très très complexe. Alors, pour gérer cette négociation, l'article 50 stipule que les négociateurs, à partir du moment où cet article 50 a été activé par le gouvernement britannique, et c'est ce qui a été fait au mois de mars dernier en 2017, les négociateurs ont 2 ans pour arriver à un accord de retrait, définir les termes de sortie du Royaume-Uni. Et à partir de ce moment-là, simplement, ça veut dire, donc maintenant, le délai c'est mars 2019, il faudra négocier la suite. Il faudra prévoir quelles seront les nouvelles négociations de partenariat entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Et il va falloir prévoir sans doute une phase de transition pour pouvoir arriver à ce nouvel accord de partenariat. Ce qui veut dire en résumé que l'on a activé l'article 50 en mars 2017, que l'on a jusqu'à fin 2018 pour pouvoir arriver à un accord de sortie, l'exit, avoir le temps de le ratifier avant les élections européennes. Et que à ce moment-là, on sera dans une phase de transition dont il faut également définir les termes et négocier les termes pour avoir le temps de négocier les nouvelles relations que va avoir le Royaume-Uni avec l'Union européenne. En premier lieu, dans cette phase-là, il s'agira de savoir quels sont les termes commerciaux entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Une fois qu'on a ce séquençage en tête, il va falloir revenir un petit peu sur les dossiers les plus sensibles de la négociation. Un petit point au préalable, simplement sur la façon dont on aborde ces négociations et qui tiennent compte de la place qu'a pris le Royaume-Uni au fur et à mesure de ces décennies, plus de 40 ans d'appartenance à l'Union européenne. Le Royaume-Uni était rentré dans l'Union européenne en 1973, en même temps que l'Irlande et le Danemark, après avoir essuyé un premier refus en 1961, refus qui avait été, pour lequel la France avait été à la manette, craignant des demandes d'exemption du Royaume-Uni, que ce soit sur la PAC, sur le tarif extérieur de l'Union européenne. On appréhendait un petit peu la place qu'allait prendre le Royaume-Uni. Royaume-Uni qui fait partie du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui s'inscrit dans un cadre de relations très étroites avec les États-Unis, donc de relations transatlantiques très, très étroites, une approche beaucoup plus libérale, très axée sur une vision de l'Union européenne comme un marché, un espace d'abord économique et commercial, et ne s'inscrivant pas dans une perspective d'intégration politique comme l'avaient amorcé les premiers États membres de l'Union européenne, et direction et perspective dans laquelle se construit au fur et à mesure de ces décennies, de ces années, le projet européen. Le Royaume-Uni a pris une place centrale dans l'Union européenne, d'abord comme point d'équilibre entre les 2 grandes puissances fondatrices que sont la France et l'Allemagne, comme je viens de le dire également avec ce rôle plus libéral dans les différents dossiers de négociation européens et agrégeant une coalition particulièrement dessinée sur certains dossiers avec les pays, les pays du nord de l'Europe, de Scandinavie. Donc un point d'équilibre très particulier durant toutes ces dernières années. Le marché britannique a une place
très importante au sein du marché unique, de par sa puissance économique, son rayonnement diplomatique. Le Royaume-Uni, ayant ancienne puissance coloniale et encore avec un rayonnement particulièrement fort sur le Commonwealth, a une force à la fois d'analyse, de décryptage et d'influence en matière diplomatique et une capacité militaire, donc en matière de sécurité et de défense, qui sont des atouts particulièrement clés dans l'Union européenne. Donc le retrait du Royaume-Uni est à la fois un élément qui a pu être percevoir comme pouvant être éventuellement un élément facilitateur, si on veut essayer d'en voir un côté positif, facilitateur pour certains dossiers pour lesquels on voudrait aller plus loin, plus vite, et notamment aujourd'hui on le voit en matière de sécurité et de défense, on voit qu'il y a des impulsions, des initiatives qui sont prises en matière de coopération renforcée, et l'on se dit qu'on va pouvoir sans doute avancer plus vite, plus rapidement en matière pour intégrer et mutualiser nos capacités dans ce domaine-là. En même temps, les Européens ne sont pas dans une approche punitive et ne souhaitent pas, il ne s'agit pas dans ces négociations d'avoir une approche, d'imposer une sanction au gouvernement britannique. Il s'agit d'essayer de minimiser l'impact négatif pour les deux parties, que ce soit pour les 27, que ce soit pour le Royaume-Uni, et notamment en termes économiques, essayer de trouver une option à l'issue de cette sortie qui permette de ne pas avoir trop d'impact à la fois pour l'économie britannique et pour le commerce de l'Union européenne, sachant que nos économies sont très interdépendantes, très interpénétrées, ce qu'on appelle les chaînes de valeur, qui sont les chaînes de production, qui consistent aujourd'hui au besoin de faire appel à toute une série de produits intermédiaires avant d'arriver à un produit fini, et ces produits intermédiaires transitant à travers les frontières de l'Union européenne pour aboutir à un produit fini qui sera in fine exporté par l'un de ses États membres, montre que ces chaînes de valeur aujourd'hui sont particulièrement denses entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Le Royaume-Uni est particulièrement dépendant du marché unique européen. Il importe beaucoup plus de biens des 27 États membres qu'il n'en exporte. Et l'Union européenne est encore sa principale source à la fois d'importation et d'exportation. Vous pourrez regarder les documents qui vous sont présentés en même temps que cette vidéo, qui vous montrent des tableaux, des graphiques sur la proportion des importations et exportations, et à la fois les liens qu'il y a entre les différents États membres de l'Union européenne et le Royaume-Uni. Alors, quels sont les 3 sujets les plus sensibles dans ce dossier d'exit, de sortie du Royaume-Uni? Ils ont été identifiés par Michel Barnier, qui a, depuis le début de l'activation de l'article 50, a souhaité et cherché à introduire à la fois un séquençage dans ces négociations, une méthodologie, et à bien circonscrire les dossiers les plus épineux de la négociation. On voit qu'on a peu de temps pour négocier cette sortie, et donc on a maintenant il nous reste essentiellement moins d'1 an pour arriver à un accord d'ici fin 2018. Il faut se méfier d'une chose, c'est d'abord le manque de clarté et de priorité du côté britannique. Ces négociations, elles se déroulent dans un contexte d'instabilité politique britannique. Au mois de juin dernier, Theresa May souhaitait renforcer son positionnement politique et avait provoqué des élections anticipées. Ça n'a pas été à sa faveur, puisque les conservateurs ont perdu la majorité et qu'ils ont été obligés de s'associer avec les unionistes d'Irlande du Nord, ce qui peut compromettre l'impartialité du gouvernement britannique, notamment sur la question irlandaise, et qu'elle manque actuellement d'appui politique fort, à la fois au sein de son parti et sur la scène politique britannique. On a même au sein du gouvernement britannique en ce moment des prises de position qui sont très contradictoires
entre le ministre des Affaires étrangères, Boris Johnson, qui régulièrement fait des déclarations assez intempestives, considérant que le Royaume-Uni n'a rien à payer en sortant de l'Union européenne, considérant que s'il n'y a pas d'accord et que le Royaume-Uni sort sans prévoir un accord pour la suite avec l'Union européenne, c'est pas grave, et qui est donc en défense d'un Brexit dur, le fameux hard Brexit, alors que par ailleurs, on a le chancelier à l'échiquier, donc le ministre des Finances et du Trésor britannique, Philip Hammond, qui lui défend plutôt l'idée d'un Brexit doux, un Brexit soft Brexit, s'il peut y en avoir un, ce qui est encore une question qui est ouverte à débat, mais qui cherche à minimiser l'impact du Brexit notamment sur le volet économique, pour les acteurs économiques à la fois britanniques et européens. Donc on a une situation de confusion assez forte encore du côté britannique. Au fur et à mesure des mois viennent un certain nombre de déclarations qui ont jalonné un peu cette négociation. Theresa May avait annoncé au mois de janvier dernier que ce Brexit devrait signifier pour les Britanniques une sortie du marché unique, une sortie de l'Union européenne, que le Royaume-Uni ne voudrait plus accepter de se soumettre à la Cour de justice européenne, qui est une question clé pour les Européens, parce qu'à la fois pour superviser le respect des droits des citoyens européens au Royaume-Uni, pour toute une série de questions, c'est un socle fondamental de garantie du droit communautaire. Et il y a toute une série de questions comme ça sur lesquelles il faut maintenant apporter des éléments de clarification dans cette négociation. Est-ce que les Britanniques ou non vont poursuivre sur cette ligne dure de hard Brexit? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça veut dire est-ce que ça veut dire revenir aux conditions aux tarifs douaniers de l'OMC ou pas? Quels sont les différents scénarios sur lesquels s'appuyer? Alors les trois dossiers les plus problématiques dans cette négociation et qui constituent donc l'armature de ce dossier de l'exit, ce sont en premier lieu la question humaine, la question des citoyens et la question des citoyens européens d'abord au Royaume-Uni et réciproquement. Sur ce volet-là, c'est le volet de la négociation qui est le plus avancé, c'est-à-dire qu'on est arrivé déjà à garantir de part et d'autre un maintien des droits pour les citoyens. Il semble qu'il y ait encore des résidus qui concernent le rassemblement familial et les prestations sociales, mais c'est le dossier qui est le plus avancé. Le deuxième dossier, qui est beaucoup plus complexe, c'est déjà la question des versements financiers, qui correspondent aux engagements financiers qu'avait le Royaume-Uni au sein de l'Union européenne, qui concernent la part que prenait le Royaume-Uni dans le budget communautaire, dans les perspectives pluriannuelles financières, qui couraient de 2014 à 2020. Et puis toute une série de questions qui se réfèrent au financement des retraites des fonctionnaires britanniques au sein des institutions communautaires, qui concernent l'appartenance du Royaume-Uni à ces institutions que j'évoquais tout à l'heure, comme la Banque européenne d'investissement. Là-dessus, on essaye d'obtenir un accord avant le Conseil européen de mi-décembre 2017. Il semblerait que venant de Londres, Theresa May se soit engagée déjà sur un chiffre plus ambitieux et commence à avancer un petit peu sur des éléments de méthode. Ce que Michel Barnier a souhaité jusqu'à maintenant, c'est pouvoir se mettre d'accord sur les éléments de méthode de calcul de ce qu'on appelle par défaut et de manière inadéquate la facture britannique, et le chiffre viendra après. Une fois qu'on s'est mis sur la méthode, le chiffre pourra être évalué après.
Enfin, le troisième dossier, c'est la question de la frontière irlandaise. Dossier le plus complexe, le plus sensible, parce qu'actuellement, nous avons une Irlande du Nord et République d'Irlande qui se trouvent dans des situations très particulières, avec un espace commun de circulation qui a été négocié et qui a été mis en place dès l'indépendance de l'Irlande en 1922 et qui permet d'avoir non seulement une libre circulation des citoyens de République du Nord et de la République d'Irlande, mais des droits quasiment égaux, comme s'ils étaient citoyens britanniques ou citoyens irlandais, comme si c'était la même chose, c'est-à-dire des droits politiques, des prestations sociales, enfin ça va très très loin. Et ça crée un espace de libre circulation, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de frontières visibles, que ce soit pour les citoyens, que ce soit pour les animaux, que ce soit pour les échanges commerciaux. C'est un espace complètement ouvert. Par ailleurs, on se souvient de tous les troubles sanglants qu'il y a eu en Irlande des années 60-68 jusqu'en 98 et qui se sont soldés par un accord entre les protestants du Nord et les catholiques du Sud, qu'on a appelé le Good Friday Agreement, qui est un accord qui a scellé la paix, la stabilité, qui a assuré la stabilité en Irlande, et pour laquelle l'Union européenne a beaucoup œuvré, qui a été un support et un cadre qui a permis cet accord de paix. Et une des priorités de Michel Barnier est précisément de préserver et que l'Union européenne préserve, soit un garant même, se porte garante de cette paix, garantir cette paix en Irlande, qui a été un achievement, une victoire collective au sein de l'Union européenne. Cette question irlandaise, puisqu'elle a trait aux enjeux commerciaux également, puisqu'il va falloir trouver une option qui permet de ne pas rétablir de frontières dures entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, va concerner les négociations d'après, d'association. Donc on ne va pas pouvoir résoudre la question irlandaise complètement dès maintenant, mais il faut pouvoir jalonner les termes de sortie du Royaume-Uni et qui permettront de bien engager la négociation pour la suite pour l'Irlande. Un dernier point, peut-être au-delà de l'accord de sortie, de l'exit du Royaume-Uni, il y a donc cet enjeu de transition et cet enjeu d'association, de partenariat avec l'Union européenne. Plusieurs schémas ont été évoqués jusqu'ici, plusieurs scénarios sont possibles. Certains ont déjà été mis de côté parce que l'idée de pouvoir avoir une union douanière, comme c'est le cas de la Turquie, union douanière, ça veut dire un tarif commun pour les biens, pour les échanges de biens avec les pays tiers, avec le reste du monde. Ça n'est pas un scénario plausible. D'abord, cette union douanière, elle a été conçue avec la Turquie dans une perspective d'adhésion de la Turquie. Donc c'est un peu paradoxal d'imaginer que dans le cas de la sortie du Royaume-Uni, on puisse y avoir affaire, enfin s'y référer. Et puis c'est une union douanière pour le moment qui ne concerne que les biens et pas l'agriculture, pas les services. Enfin, ce serait quelque chose de très limitatif et qui empêcherait le Royaume-Uni de négocier des accords commerciaux avec les pays tiers. Il y a un autre schéma qui concerne l'espace économique européen, qu'on appelle le modèle norvégien, qui est le statut de la Norvège actuellement dans l'Union européenne. Ça implique une libre circulation des citoyens, ça implique une supervision de la Cour européenne de justice, ça implique une contribution au budget européen, toute une série d'éléments sur lesquels, a priori, les Britanniques, sur lesquels ils se sont déjà prononcés et auxquels ils s'opposent. La question de la libre circulation étant des citoyens, étant un des arguments qui a plaidé dans le sens d'un vote de sortie de l'Union européenne. Donc il est assez peu probable que les Britanniques veulent revenir sur ce point. Le plus vraisemblable à l'heure actuelle
serait serait essentiellement la négociation d'un accord commercial de type qu'on appelle CETA+, c'est-à-dire l'accord bilatéral qui a été négocié entre l'Union européenne et le Canada, et qui est d'abord un accord commercial qui a une ambition beaucoup plus large que simplement la réduction ou suppression de tarifs douaniers sur des quotas d'importation de biens qui viendraient donc du Royaume-Uni vers l'Union européenne. Mais c'est sur la base d'un accord commercial de ce type-là, il faudra agréger toute une série d'autres accords qui vont concerner à la fois une éventuelle participation du Royaume-Uni au programme de recherche de l'Union européenne, qui sont une source de mutualisation du financement des programmes de recherche au niveau européen, et des réseaux de recherche qui sont très établis à travers les universités britanniques et tout le reste de l'Union européenne, et qui aujourd'hui constituent une trame qui a permis à tous les États membres de l'Union européenne de faire preuve d'une capacité d'innovation et d'échange de citoyens, qui est très riche, et pour lequel le Royaume-Uni souhaiterait pouvoir contribuer éventuellement encore au budget communautaire, et en échange pouvoir toujours bénéficier de ce programme de recherche. Ce sont tous les accords qui concernent l'aviation, qui concernent toute une série d'enjeux, et à la fois des éléments de coopération en matière de sécurité, de défense. Tous les volets vont devoir être étudiés, négociés, consolidés. Ça va prendre du temps, ça va prendre beaucoup de temps. Il est peu probable que cette négociation tienne dans les 2 ans que se sont donnés les Britanniques comme étant le laps de temps souhaitable pour une période de transition courte, pour pouvoir négocier cet accord de partenariat. Donc il va falloir à la fois arriver à un accord sur l'exit, se mettre d'accord sur les termes d'une transition et quelles sont les implications financières que ça a pour le Royaume-Uni, et préparer la suite, esquisser des scénarios pour l'avenir sur les nouvelles relations qui seront engagées. En d'autres termes, le dossier du Brexit est un sujet très complexe qui nous montre à quel point un État membre de l'Union européenne à quel point l'interdépendance, les liens consubstantiels sont déjà très forts dans l'Union européenne, et à quel point un État membre, dans le scénario où il imagine de sortir de l'Union européenne, se rend compte il se pénalise d'un point de vue économique. Les enjeux sont très importants pour une économie nationale, et à quel point l'appartenance au marché unique de l'Union européenne est un levier fondamental pour l'économie nationale et pour la capacité d'offensive commerciale à travers le monde entier. En d'autres termes, on se rend compte que sur ce dossier du Brexit, pour reprendre l'image de Pascal Lamy que vous avez eu l'occasion d'écouter lors de la séance précédente, il s'agit en d'autres termes d'essayer de retirer l'œuf de l'omelette, et que c'est quelque chose de particulièrement complexe et dont on se demande encore si c'est réellement faisable.